Merci de nous rejoindre sur Radio J. C'est une image qui a marqué les esprits ce week-end. La libération de Sophie Petronin, la dernière otage française dans le monde. Travailleuse humanitaire franco-suisse, fondatrice d'une ONG d'aide à l'enfance, Sophie Petronin était prisonnière d'un groupe djihadiste au nord du Mali depuis décembre 2016. Elle est donc rentrée en France vendredi, accueillie par sa famille, par Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Mais une libération qui ne s'est pas faite sans tracas, car la fin de la captivité de Sophie Petronin suscite encore beaucoup de questions. Il y a d'abord les conditions de sa libération et également sa conversion controversée à l'islam. Un fait qui n'est pas vraiment nouveau. Par le passé, effectivement, beaucoup d'otages se sont convertis à la religion de leur geôlier. Christophe Dard est avec moi justement pour évoquer ce dossier. Christophe, vous souhaitiez revenir d'abord sur les conditions de libération de Sophie Petronin et qui font donc polémique. Tout à fait, Ilana. La libération de Sophie Petronin, c'est la conséquence d'un accord entre Al-Qaïda au Maghreb islamique qui conteste le pouvoir en place au Mali et le gouvernement de transition malien. Ce sont des hauts gradés qui tiennent les rênes du pays depuis le coup d'État du 18 août. De longues négociations ont été menées et que contient cet accord ? Eh bien, la remise en liberté de prisonniers, notamment Soumaïla Cissé, plusieurs fois ministre, 3 fois candidat à la présidentielle, figure de proue de l'opposition. Il avait été enlevé en mars dernier. Lors de la libération de Sophie Petronin, Soumaïla Cissé a été relâché en même temps que 2 Italiens, mais en fait, quelques jours avant la libération de Sophie Petronin, 200 détenus sont sortis de prison entre le dimanche 4 et le mardi 6 octobre. Or, parmi ces individus relâchés figurent des noms connus du djihadisme de la région du Sahel. Alors justement, est-ce qu'on sait combien de djihadistes ont été libérés ? Est-ce qu'on connaît leur identité ? Alors, il n'y a pas de chiffre officiel, mais on parle d'une centaine de prisonniers soupçonnés d'appartenir de près ou de loin à des organisations terroristes. Le pouvoir malien et des spécialistes des mouvements terroristes évoquent parmi la centaine de prisonniers libérés au moins une dizaine de djihadistes condamnés pour des attentats au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. L'un d'eux est le Mauritanien Fawaz Ould Ahmed. Il a été impliqué dans des attentats en 2016 contre un restaurant de Bamako qui avait fait 6 morts et un hôtel de Sévaré au Mali, 22 morts. Aurait également été remis en liberté le Malien Mimi Ould Baba, soupçonné d'avoir organisé en 2016 les attaques sanglantes de Grand Bassam en Côte d'Ivoire qui avait fait 16 morts et de Ouagadougou au Burkina Faso. Là, on parle d'un attentat qui avait fait 30 victimes. Une dizaine de djihadistes relâchés, ça fait quand même beaucoup, car il faut rappeler, Christophe, que pendant ce temps, l'armée française combat, elle, les djihadistes dans la bande sahélo-saharienne, une zone, on le rappelle, vaste comme l'Europe, notamment au Mali, dans la région où a donc été enlevée Sophie Petronin. Depuis le début de l'opération militaire, les soldats français payent en plus un lourd tribut. Oui, c'est la fameuse opération Barkhane, lancée en 2013 sous la présidence de François Hollande. C'est actuellement la plus importante opération extérieure de l'armée française, avec environ 4500 militaires déployés. 45 d'entre eux sont morts à ce jour dans cette vaste zone désertique, dont 2 d'ailleurs pas plus tard que le mois dernier. Et l'annonce des djihadistes libérés passe très mal, d'autant que les soldats de la force Barkhane ont arrêté certains d'entre eux, notamment le fameux Mimi Ould Baba que je citais plus haut. C'était en 2017. 100 djihadistes remis dans la nature, c'est quand même relativement dur à avaler pour les combattants et pour l'armée malienne. C'est ce que déclarait par ailleurs la semaine dernière Pierre de Jong, spécialiste de sécurité au Sahel, qui disait également, bien évidemment, ils vont reprendre les armes immédiatement. Il n'y a aucune raison qu'ils restent tranquillement à faire de l'agriculture. Ils vont repartir sur le terrain. Des déclarations inquiétantes quand même, Christophe, d'autant plus que l'on ne parle pas seulement de libération de terroristes, mais aussi d'une rançon qui aurait été versée. On parle de 6 à 10 millions d'euros, effectivement, de rançon qui irait, si cela est avéré, dans les poches du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, c'est-à-dire l'organisation qui a enlevé Sophie Petronin. En clair, cette histoire, c'est le serpent qui se mord la queue, ou l'arroseur arrosé, interprétez cela comme vous voulez. Pour libérer un otage qui devient donc une monnaie d'échange, on donne des gages aux ravisseurs qui sortent ainsi renforcés et qui, plus puissants qu'avant, pourront continuer à commettre des attentats, assassiner, perpétrer des enlèvements. Et pendant ce temps, l'armée française a été envoyée les combattre. Alors, les autorités maliennes de transition ont mené les négociations avec les ravisseurs de Sophie Petronin, mais une question subsidiaire se pose. Les autorités françaises ont-elles pris part à ces tractations ? Alors, par principe, surtout dans ce genre de dossier, elles sont secrètes. On ne saura donc jamais sans doute que le rôle de la France si Paris avait éventuellement servi d'intermédiaire. Toujours est-il que l'ancien Premier ministre malien Ousmane Issoufi Maïga, qui fait partie du gouvernement de transition, a déclaré n'avoir jamais rencontré les services français, tout en ajoutant que beaucoup de forces étrangères sont présentes au Mali et les services de renseignement de ces pays ont des connexions entre eux. Beaucoup d'incertitudes donc autour des conditions de libération de Sophie Petronin. L'autre aspect de sa libération et qui fait polémique depuis ce week-end, c'est aussi bien sûr sa conversion
conversion à l'islam pendant sa captivité. Sophie Petronin, étrangement, n'a pas parlé de détention, mais de retraite spirituelle. Oui, c'est une interview qui fait couler beaucoup d'encre après sa libération avant de s'envoler pour la France. Vendredi, Sophie Petronin a déclaré sans équivoque à Bamako, je cite, « Pour le Mali, je vais prier, implorer les bénédictions et la miséricorde d'Allah parce que je suis musulmane. » Vous dites Sophie, mais c'est Myriam qui est devant vous. Lors de cette interview, de ses premiers mots, après sa libération, Sophie Petronin a refusé de qualifier ses ravisseurs de djihadistes, ni même de geôliers ou de ravisseurs. Elle évoque des groupes armés d'opposition au régime en souhaitant vivement, je cite, qu'ils trouvent le chemin vers la paix. C'est quand même assez dingue quand on parle là du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une alliance de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda, donc pas vraiment le genre à trouver le chemin vers la paix. Pire encore, dans une interview sur BFM TV samedi dernier, le fils de Sophie Petronin a déclaré ne pas être surpris par la conversion de sa mère et estime même qu'elle a eu raison. Oui, il a défendu sa mère, affirmant que sa conversion était nécessaire pour s'adapter à la situation et que si elle ne s'était pas convertie, elle aurait sans doute été en danger. Sa mère lui aurait d'ailleurs confié qu'un otage australien ne s'était pas converti, que ses conditions de détention étaient plus rudes. Bon, on est en droit de se poser la question, est-ce vraiment par choix, comme le sous-entend son fils, que Sophie Petronin s'est convertie à l'islam ? Oui, on peut se poser la question, car elle affirme que ses geôliers ont pris soin d'elle, j'ai toujours été respectée, ils ont pris soin de moi, ils ont fait venir un médecin quand j'étais malade. Or, lorsqu'elle est apparue pour la dernière fois en 2018 dans une vidéo diffusée par ses ravisseurs, Sophie Petronin apparaissait épuisée, les traits tirés. Sa conversion a donc pu être forcée en échange de soins, mais rien n'exclut aussi qu'elle a pu se convertir car elle avait accepté sa détention un peu comme un remerciement. J'ai toujours été respectée. Elle remercie donc ses ravisseurs alors qu'ils l'ont emprisonnée. C'est ce qu'on peut appeler le syndrome de Stockholm, un phénomène psychologique observé chez des otages qui, ayant vécu durant une période prolongée avec leurs geôliers, ont développé une sorte d'empathie, voire de contagion émotionnelle vis-à-vis de ceux-ci, sans doute motivée aussi par l'instinct de survie. D'ailleurs, Sophie Petronin, Ilana, a annoncé qu'elle retournerait au Mali, à Gao, là même où elle a été capturée, où elle a travaillé pendant plus de 20 ans. Elle veut poursuivre son opération humanitaire. Son fils a dit qu'elle n'avait aucune colère. Et Sophie Petronin est loin d'être un cas isolé. La liste d'anciens otages convertis à l'islam durant leur captivité est assez longue. On pense notamment à l'humanitaire Silvia Romano, 25 ans, une Italienne libérée en mai dernier après 18 mois de détention aux mains du groupe islamiste Al-Shabaab au Kenya. Oui, elle se fait désormais appeler Aïcha et sa conversion a fait polémique dans la presse et au sein de la classe politique. Autre exemple, en août 2018, Ketlan Coleman, Joshua Boy, un couple canadien qui avait été retenu en otage par le réseau Haqqani affilié aux talibans en Afghanistan et au Pakistan pendant 5 ans est libéré. Ils se sont convertis à l'islam au cours de leur captivité quelques jours après leur libération. Interviewé par la télévision à leur domicile, Ketlan Coleman portait un hijab et une tenue traditionnelle islamique et Joshua Boy avait une longue barbe. Merci Christophe pour ce dossier très intéressant dont on n'aura pas fini de parler, je pense. D'ailleurs, on parlait de conversion à l'islam. On se souvient aussi des journalistes James Foley et Peter Kassig décapités en 2014 par l'État islamique et qui s'étaient eux aussi convertis à l'islam durant leur séquestration. Et puis un peu plus tôt, en 2011, il y a quelques années, nous avons eu les cas de Johan Gustafsson, Stéphane Magohan, capturés par des terroristes d'Al-Qaïda au Mali et eux aussi donc convertis à la religion musulmane. On est donc très loin de faits isolés. Ça me fait penser tout ça à la série Homeland, vous savez, le cher et tendre de Carrie Madison qui s'était converti à l'islam. Oui. Et également la série Ratoufim. Ce sont des séries très intéressantes pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne quand on se fait séquestrer, qu'on se convertit. Homeland qui était l'adaptation de Ratoufim, exactement. Ouais. Merci beaucoup Christophe. Il est 6h15. Tout de suite, c'est le rappel des titres.